Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitractor pour cette review numéro 64 qui va être le passage en revue de cette figurine, à savoir le Minos du Griffon version IX OCE, entendez par là les couleurs du manga, donc version Bandai, que j'aurai l'occasion de vous contraster, même si ça ne sera pas forcément dans le détail, avec la version animée que vous avez à droite. Donc cette revue, je l'aborde comme d'habitude avec pas mal d'enthousiasme, ici exacerbé par le fait qu'il s'agit de la continuation de la gamme des juges OCE, qui avait été initiée par le Radamantis IX OCE que je vous avais passé également en revue sur la chaîne. Lors de cette review de Radamantis, j'avais poussé énormément dans le détail parce qu'il y avait la question de ceux qui voulaient éventuellement remplacer la version animée qui était devenue hors de prix par la version OCE qui était tout de même plus abordable. Comme les coloris étaient, ma foi, assez proches entre la version animée et la version OCE pour le Radamantis, ne serait-ce que pour la couleur des cheveux, eh bien la question vraiment se posait du remplacement de la version animée par la version OCE. D'où l'importance dans la revue en question de vous montrer exactement les différences qu'il pouvait y avoir entre les deux versions pour que vous puissiez prendre votre décision au mieux. Ici, pour cette version du Minos IX OCE, eh bien, je dirais que le problème se pose moins, dans le sens où les coloris, ne serait-ce que pour ce qui est des cheveux par exemple, sont tellement différents avec la version animée que je pense que vous serez assez peu nombreux à vouloir remplacer la version animée par cette version OCE. En revanche, peut-être que certains d'entre vous qui ne possèdent aucun juge se posera la question de les prendre tous les trois en version animée ou tous les trois en version OCE, d'où l'importance de vous montrer tout de même la différence qu'il y a entre ces deux modèles pour que vous puissiez avoir vraiment toutes les cartes en main et prendre votre décision au mieux. Donc vous l'aurez compris, mon ambition pour cette revue sera d'évaluer ce que vaut cette figurine en elle-même, mais également de vous évoquer les points communs et les différences qu'il peut y avoir avec la version animée. On commence tout de suite par les tarifs et les packaging, avec du côté de la version animée, ici à droite, une figurine qui était sortie en 2018, vous pouvez voir ça en bas à gauche. C'était une figurine qui était sortie via le Bandai Collector Shop, c'est-à-dire que vous avez ici, vous voyez, cette inscription qui le signale, et qui marque le fait qu'à l'époque, ces figurines étaient distribuées souvent en nombre plus limité que par le circuit classique. Bon, on sait maintenant que la situation a bien changé et que c'est presque l'inverse maintenant qu'il se passe, mais en tout cas à l'époque il y avait cet effet de raréfaction, de limitation du nombre d'exemplaires pour les figurines issues du Tamashii Collector Shop, si bien que cette version animée a très vite grimpé de prix, et maintenant il est très compliqué de la trouver à moins de 300 €, qu'elle soit neuve ou d'occasion, alors que son prix de départ était, il me semble, à environ 130 €. 130 €, c'est le prix de cette version IX OCE qui vient de sortir donc au Japon. C'est donc face à vous une figurine d'import que j'ai eue comme d'habitude sur l'excellente boutique obigenki.com, obi-genki.com, le lien sera comme d'habitude dans la description. C'est une figurine qui coûte donc comme je l'ai dit aux alentours de 130-140 €, qui pour le circuit européen ne débarquera que, a priori, je dirais avril, peut-être même mai, au vu des retards qui sont annoncés ces derniers temps sur les figurines du circuit officiel. Donc celle-ci est toujours en précommande, donc soit vous êtes un peu impatient comme je le suis, et puis vous pouvez opter sur une version d'import, soit vous pouvez encore la précommander sur les boutiques européennes pour la voir un petit peu plus tard dans l'année. Donc vous voyez qu'en termes de tarifs, eh bien, il y a une différence entre ces deux figurines, et je dirais même quand on parle de 140 € ici contre 300 € là, on parle du simple au double, donc on peut vraiment parler ici de différence décisive entre ces deux versions, si bien que pour ceux qui ne possèdent aucun de ces juges IX et qui envisageraient de les acquérir soit en version animée, soit en version OCE, eh bien ici on a un gros élément qui ferait pencher la balance vers ces juges OCE. Maintenant, tout reste à voir si lorsque la figurine est montée, eh bien elle tient la route et si son rendu est vraiment très sympa, et aussi sympa que peut l'être celui de la version animée, d'où l'importance du comparatif que je vous ferai à la fin. En ce qui concerne maintenant les packaging, je ne vais pas m'étendre sur celui de la version animée parce que j'ai eu l'occasion de vraiment le faire en détail dans la revue numéro 4, que je vous mettrai comme d'habitude en lien en haut à droite.
Cette revue numéro 4, eh bien, si jamais vous ne l'avez pas déjà vue et que vous la regardez pour la première fois, je vous demande de la regarder avec énormément d'indulgence, dans le sens où c'est vraiment l'une des toutes premières revues de la chaîne, et à cette époque, eh bien, ma Cosmo Energy n'avait pas atteint son niveau maximum, c'est le moins qu'on puisse dire, donc soyez indulgents, et puis surtout attardez-vous vraiment sur ce qu'est la figurine en elle-même, et pas forcément sur ce que je peux en dire, et surtout comment je peux le dire. Pour la version OCE, en revanche, eh bien, je vais m'attarder davantage dans les détails. Donc pour ce qui est de la version animée, nous avons quelque chose qui était dans les standards de la charte graphique de tous les juges OCE. Alors tous les juges OCE, c'est difficile à dire puisque nous n'en avions à l'époque qu'un seul qui était sorti, à savoir le Radamantis IX. Et à l'époque, eh bien, vous aviez le personnage à droite en position neutre, donc comme c'est le cas ici, avec à gauche de la boîte le personnage avec un gros plan sur son visage. Donc vous voyez que c'est également respecté ici sur ce Minos. Ensuite, pour ce qui est des coloris, eh bien, nous avions des teintes de violet et de noir, qui étaient également les teintes adoptées sur les surplis, donc des versions Gold, donc c'est-à-dire les Renegats, qui étaient également sortis avant cette figurine. Pour ce qui est de la version OCE, on reprend la charte graphique qui a été utilisée sur le Radamantis IX OCE, c'est-à-dire là aussi le personnage en position neutre. Vous remarquerez que ils ne se sont pas vraiment cassés les pieds, hein, ils ont reproduit exactement la même position que pour la version animée. Et à la différence, c'est que ici, eh bien, vous avez le symbole du griffon, et pour Radamantis, eh bien, vous aviez le symbole de la viverne. Donc là, le choix, c'est de représenter de façon symbolique ce qui est représenté par l'armure du personnage. Vous avez ensuite des coloris qui sont un peu plus punchy, je dirais, que pour cette version animée. Donc vous avez globalement des teintes qui sont des teintes de violet et de noir également, mais qui ont un peu plus de brillance, brillance qui est provoquée à la fois par le glacé de la boîte, mais également par le fait que les couleurs sont également plus contrastées avec le personnage que les couleurs qui sont à droite. Vous avez ensuite en face avant les traditionnels logos que je ne détaille plus, à l'exception de celui-ci qui est un logo quand même important puisqu'il signale le fait que cette version OCE, à la différence de cette version animée, détail qui peut être important tout de même, est une version IX Metal. Donc ce qui veut dire que le corps qui est fourni avec cette figurine a des articulations métalliques qui offrent quand même certains avantages par rapport à un corps classique que vous retrouverez dans cette boîte de la version animée. Donc là vous voyez que vous avez le fait que cette figurine appartient à cette gamme. Ensuite, vous avez également dans chaque coin de la boîte le blason qui doit être le blason du griffon. Remarquez que, à la différence du Hades de la même gamme, eh bien ici il n'y a pas d'effet de relief sur ces emblèmes. Enfin, pour terminer sur cette face avant de la version OCE, vous avez comme d'habitude la traditionnelle devise qui est liée au personnage. Ici, le traducteur me dit qu'il s'agit d'un griffon impitoyable qui, grâce à un fil invisible, provoque une danse macabre. Donc ceci faisant directement référence à l'attaque du personnage qui est basée donc sur ce principe de la marionnette qui est donc contrôlée par Minos lui-même. Remarquez que sur la version animée, il n'y avait pas à l'époque la présence de cette devise, ce qui fait que cette figurine fait un peu office d'exception, et il me semble d'ailleurs que pour le Radamantis c'était pareil. Donc Bandai s'était abstenu de mettre ces petites devises sur les juges version animée. On en a terminé pour cette face avant, on va passer maintenant aux tranches. Donc que ce soit pour la version animée ou pour la version OCE, vous voyez que sur cette première tranche, on a exactement la même chose, donc avec en plus ici le splash traditionnel qui marque le fait que c'est issu du manga. Maintenant, celui-ci ne nous dit rien d'exceptionnel, il nous dit simplement qu'il s'agit de la clause du griffon. Et remarquez que de part et d'autre, eh bien, nous avons simplement une représentation de la forme objet avec les mêmes coloris que nous avions en face avant. Ensuite, sur la deuxième tranche, c'est là où on a quand même des différences, puisque de ce côté-ci, nous avons donc encore une fois le personnage en pied, avec, vous voyez, un index qui pointe, qui est un peu rosé. Donc il y a dans la boîte des mains un peu spécifiques avec des doigts rosés, ce qui est d'ailleurs également présent dans la version OCE, mais ça on le découvrira après avec les contenus. Vous avez en revanche sur la version OCE un gros plan qui a été fait sur le visage du personnage
Bon, l'idée, je pense, est assez claire, à savoir vraiment mettre l'accent sur les différences qu'il peut y avoir entre ces deux versions, à savoir, ici, vous voyez les cheveux qui sont blonds, bon, ce qui est un des traits caractéristiques des personnages dans le manga, puisqu'ils sont quand même majoritairement à avoir les cheveux blonds, et donc Minos fait partie de ceux-ci. Vous avez également à sa droite un splash du manga, donc ici le traducteur me dit que ton corps est manipulé par un fil invisible et que tu danseras jusqu'à la mort. Bon, ceci doit être un petit peu parent de ce que doit dire Minos dans le manga au moment où il utilise pour la première fois son attaque face à Kanon. Donc ça, c'est pour ce qui est de la deuxième tranche. Maintenant, on va s'intéresser donc au verso de la boîte. Donc j'essaye de faire en sorte de me retrouver dans le cadre, ce qui n'est pas forcément évident, puisque les boîtes sont quand même assez imposantes. Donc du côté de la version animée, on a simplement différentes poses ici. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un énorme effort qui a été fait sur la mise en scène, hein, puisqu'on a représenté avec des effets de lumière les fils du Cosmic Mario Nation. Ce qu'a vraiment bien soigné ici Bandai sur la version OCE, vous voyez que ici les éléments sont nettement plus clairs et surtout ils sont mis en œuvre sur l'adversaire de Minos à ce moment-là, à savoir le Kanon, chose que n'a pas faite ici Bandai puisque là nous n'avons pas d'adversaire. On a ensuite donc les différentes configurations de visage qui sont à droite, la mention de ces mains particulières que j'évoquais il y a un instant, que vous avez également, vous voyez, sur cette version OCE. Et vous avez ici les différentes configurations de visage. Donc une pose ici de garde, une pose, on va dire, ici d'attaque, hein, même si vous voyez qu'en termes de pose, on est vraiment sur des choses qui sont très similaires. Et enfin, la forme objet ici. Donc en somme, cette version OCE, pour ce qui est de son verso, me semble davantage soignée par rapport à cette version animée qui faisait un petit peu le service minimum. Dernière partie, donc le dessus des boîtes. Donc je vais les mettre dans le bon sens. Voilà. Encore une fois, je contrôle que je suis bien dans le cadre. Donc du côté de la version animée, vous aviez la représentation des différentes sphères avec une mise en lumière de celle du griffon. Alors que pour ce qui est de la version OCE, elles ont toutes visiblement décidé d'adopter, c'était d'ailleurs le cas donc pour le Radamantis IX OCE, ce dessus de boîte hein, qui représente la Judaica, c'est-à-dire le palais d'Hadès. Donc ici, il n'y a pas de différenciation entre les boîtes des différents juges, puisque a priori, ils sont partis pour adopter tous le même dessus de boîte. Et pour être totalement complet, eh bien, je vais vous montrer également la partie inférieure de la boîte. Du côté de la version animée, rien à déclarer. Du côté de la version manga, simplement le personnage en position d'attaque et les différentes mentions légales. Donc voilà pour ce qui est de ces packaging pour ces deux versions, donc du Minos, du Griffon, version IX, OCE d'un côté et animé de l'autre. On se retrouve dans un instant pour la découverte des blisters de la version IX OCE. Découverte des blisters de cette version OCE, et là peut-être aux surprises pour vous de ne pas voir côte à côte à ces blisters ceux de la version animée. Il y a deux raisons pour cela. La première raison, c'est que il aurait fallu que je redémonte ma version animée pour la remettre dans les blisters, parce que là, à ce stade, eh bien, vous auriez vu des blisters aux trois quarts vides. Donc je dois dire que j'avais un peu la flemme de le faire. Et là, vous pourriez me dire, oui, mais d'habitude, parfois tu le fais quand même. Alors certes, je le fais quand même, mais je le fais quand il y a vraiment des différences fondamentales en termes de contenu entre l'une et l'autre version. Et ici, c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est que démonter ma figurine pour vous montrer que en termes de contenu, c'est exactement pareil pour la version animée et pour la version CE. Je voyais pas trop l'intérêt de me casser les pieds, et surtout que en plus ça aurait rajouté de la lourdeur à la vidéo de vous dire regardez à droite c'est la version animée, à gauche c'est la version OCE, alors que tout est identique dans chacun des blisters, à ceci près bien sûr la couleur, mais pour ce qui est de la couleur des éléments, eh bien ça vous aurez l'occasion de le juger une fois que la figurine sera montée. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de me croire sur parole. Je vous renvoie à nouveau sur la revue numéro 4, où je présente en détail les contenus de la version animée. Vous pouvez vous faire le visionnage en duo avec cette revue, et puis vous pourrez vérifier au fur et à mesure que je vous présente les contenus de cette version OCE, que tout ce qui est présent dans ces blisters-là est également présent dans la version animée. Ceci étant dit, donc, place à la notice. Notice qui arbore donc une charte graphique qui est celle de la boîte. Donc vous voyez toujours ces mêmes coloris de violet et de noir. Vous avez donc à l'intérieur le plan de montage habituel.
Alors, je vais essayer de l'avoir en entier. Donc, le feuillet de gauche est le recensement des différentes pièces de la boîte. Vous avez un feuillet et demi au milieu qui est le montage du personnage. Et vous avez donc la moitié du troisième feuillet qui est le début du montage de la forme objet qui est terminé au verso. Vous voyez que ça se termine ici à gauche. Donc voilà pour ce qui est de la notice. Ensuite, donc, on aborde les blisters. Donc, premier blister, blister principal, donc, qui est celui contenant le personnage. Donc, vous pouvez d'ailleurs tout de suite remarquer les articulations IX Metal qui sont présentes donc, sur l'articulation du coude, mais également sur l'articulation des genoux. Mais ça, on le verra davantage avec le personnage une fois sorti du blister. Dans ce blister, vous trouvez toutes les pièces d'armure, y compris les 2 protège-mains, uniquement 2 protège-mains. Donc ça, c'est pareil pour la version animée, il n'y avait que 2 protège-mains donnés, donc on avait vraiment une certaine radinerie de ce côté-là de la part de Bandai. Vous aviez donc 3 visages ici, que je vais vous montrer là très rapidement, mais que je vous montrerai en gros plan une fois les blisters retirés. Donc 3 visages plus le visage neutre, donc on a 4 visages, donc ce qui est un peu un standard pour les versions IX de chez Bandai. Vous avez ensuite donc les différentes paires de mains, donc là il y a quand même pas mal de choix, donc vous avez 1, 2, 3, 4 paires de mains normales, plus une paire de mains avec effet style attaque. Remarquez que par rapport à ce que nous montrait tout à l'heure sur la tranche de la version animée, donc de la boîte de la version animée, on nous montrait un index qui pointe qui avait l'air d'être violacé, et bien que nenni. Vous voyez que l'index, le doigt est de la couleur, est couleur chair, hein. Donc je vois pas trop l'intérêt de nous montrer un effet qui n'est pas présent dans la boîte. Donc vous pourrez le vérifier dans les contenus de la boîte de la version animée. Cette main avec index un peu rosé violacé n'existe pas dans la boîte de la version animée. Mais n'oubliez pas hein, ce fameux disclaimer que nous met Bandai maintenant sur les boîtes, à savoir le fait que les photos ne sont là que en guise d'illustration et qu'elles peuvent différer bien entendu du contenu réel de la boîte. Vous avez donc 4 paires de mains, on va dire normales, plus cette paire de mains à effet attaque et donc l'index qui pointe. Vous avez ensuite donc les chevelures qui se mettent en combinaison avec le casque que vous avez tout à gauche. Vous aurez remarqué que je ne m'attarde pas sur le rendu des pièces d'armure puisque ça je le ferai juste après avoir retiré les couvercles des blisters. Le deuxième blister est celui qui contient ces immenses ailes hein, qui a priori devraient rendre cette figurine assez difficile à poser ou peut-être même assez difficile à faire tenir debout. C'est à ce moment-là qu'on verra si c'était déjà le cas pour la version animée, mais surtout sera l'occasion de voir si le corps IX Metal permet d'améliorer considérablement cette situation. Donc ça c'est pour le deuxième blister, et enfin donc le troisième blister est celui qui contient les pièces du porte-armure, donc de la forme objet. Pour remarquer que celui-ci est assez étendu, donc ce qui veut dire que cette forme objet en elle-même est quand même assez imposante. Remarquez que je ne la montrerai pas pour cette version. En revanche, si vous voulez voir vraiment de quoi elle a l'air, eh bien je peux vous renvoyer vers les revues de mes camarades youtubeurs qui eux ont en général eu le courage de la monter, que ce soit Universeia ou The CNS. Donc voilà pour ce qui est de la découverte des blisters, je retire les couvercles et on se retrouve dans un instant. Allez, on passe en revue les pièces, on va commencer donc par les mains. Donc vous avez une première paire de mains ici, qui est donc la main grande ouverte, donc c'est un grand classique de Bandai. De même, grand classique de Bandai, c'est cette deuxième paire de mains qui est avec les doigts crochus. Vous avez à l'identique la paire de mains donc attaque, donc avec les doigts un peu flash. Vous avez ensuite les poings fermés. Et enfin, vous avez une paire de mains ici qui est un peu particulière, puisque c'est la main du Cosmic Marionation. Donc c'est une main qui fait mine de tenir des fils invisibles, vous voyez. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de juger de la qualité de mise en peinture de ces mains par Bandai. Et je peux dire que c'est pas trop mal. La peinture de l'armure n'a pas trop bavé sur les doigts. Donc c'est plutôt bien. Donc ça, c'est pour les mains. J'allais presque en oublier cette main supplémentaire avec l'index qui pointe. Bon, alors qui pointe pas tout à fait. Vous voyez qu'il est un peu recourbé. Je vais vous le montrer davantage. Il ressemble en cela à l'index de Isaac, qui crève le doigt de Yoga, pour ceux qui connaissent la figurine.
Donc voilà pour ce qui est des mains. Ensuite, on a les visages. Alors, visages qui sont au nombre de 3, avec donc des expressions qui sont plutôt variées. On regrettera néanmoins, comme d'habitude, l'absence d'un visage aux yeux fermés, puisque vous voyez qu'on a 3 visages aux yeux ouverts, et le 4e visage, qui est le visage neutre, a certes les yeux qui sont cachés, mais quand on lui retire sa mèche touffue, là, eh bien on se rend compte qu'il a bien les yeux ouverts. Vous voyez, en passant un beau visage. Alors, visage sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder, parce que je vais avoir l'occasion de vous les montrer juste après, en comparaison avec les visages de la version animée. Simplement ici au niveau des expressions, eh bien vous voyez un visage criant, ensuite le visage dents serrées, et enfin le visage avec un petit rictus, que je trouve très sympa. D'ailleurs c'est, je crois, il me semble, le visage que j'ai mis sur ma version animée. Ensuite, vous avez différentes chevelures, donc vous voyez que ces chevelures-là se mettent en combinaison avec le casque, et qu'il y a un choix entre 2 mèches, donc celle-ci, qui vous permettra de laisser les yeux de la figurine apparents, et celle-ci qui vous permettra de reproduire avec le casque le même effet que vous avez ici sur la figurine sans le casque, c'est-à-dire l'effet un peu mystérieux du guerrier dont on ne voit pas le regard. Donc ça, c'est pour ce qui est des visages et des mains. Ensuite, pour les pièces d'armure, eh bien, en termes de rendu, vous voyez ici de façon plus précise la couleur de l'armure. Alors, selon l'éclairage, les pièces d'armure font plus ou moins bleu, violet. En fait, il y a différentes teintes, vraiment différents reflets sur cette peinture. Donc, ce qui est, comme d'habitude, assez difficile à rendre sur une vidéo. Donc, je pense que tout à l'heure, quand la figurine sera montée et debout, eh bien, vous aurez peut-être une autre apparence qui va émaner de cette peinture. Mais là, à ce stade, eh bien, vous voyez qu'on a vraiment des reflets un peu bleutés, mais qui ont tendance à tirer sur le violacé. Selon l'éclairage. Voilà, pour ce qui est maintenant des matériaux utilisés, eh bien c'est ici du plastique, donc bon, c'est pas une surprise d'avoir des épaulières aussi imposantes qui sont en plastique, sinon on aurait eu sans doute énormément de problèmes pour pouvoir les faire tenir dans la bonne position sur la figurine. Alors il y a une couche ici, vous voyez, on voit presque mon doigt qui suinte d'huile, donc il y a une couche d'huile assez épaisse ici, pour protéger comme d'habitude cette peinture Bandai réputée fragile, sur laquelle d'ailleurs je vais dire un mot juste après pour ce qui est des ailes. Le casque est évidemment full plastique. Ensuite, le corset est lui aussi full plastique. Pour ce qui est des autres pièces, eh bien, elles sont majoritairement en métal. Il y a toujours ce petit souci de la jambière. Alors, le bas de jambe est en 2 parties. Vous voyez qu'elles viennent d'ailleurs de se désolidariser. Donc le tout bas de jambe qui protège donc les chevilles, eh bien lui est en plastique, c'est ça, c'est comme d'habitude, et le haut de la jambe en revanche est en métal. Alors si on regarde un peu en ce qui concerne la jonction entre ces 2 pièces, eh bien je dirais que on n'a pas trop l'effet de rupture qu'on peut avoir traditionnellement entre des pièces qui sont faites d'un matériau différent. La raison en est que, et ça j'ai eu l'occasion de le remarquer déjà à pas mal de reprises, c'est que très souvent ce contraste entre les matériaux et le contraste entre les peintures qui les recouvrent est très apparent quand il s'agit de peintures plutôt claires. Ça se voit beaucoup moins sur les peintures foncées. Vous voyez qu'on n'a pas cet effet tranché qu'on peut avoir par exemple sur la jambière du Sagittaire IX. Ici, bien entendu, il y a une petite différence de coloris, mais qui est beaucoup plus légère que sur la figurine précitée. Donc voilà pour ce qui est de ce blister là. Et je vais dire un mot donc de ce blister ici. Donc pas grand chose si ce n'est, sur son contenu, puisqu'il s'agit simplement des ailes du personnage. Donc vous pouvez juger de l'amplitude de celles-ci. Et encore là bien entendu elles sont restreintes. Si je vous les montre en revanche, eh bien c'est pour vous avertir de quelque chose, c'est que ces ailes sont protégées par des petits blisters, alors des petits, comment dire, des petits papiers plastiques comme celui-ci. Et à ma grande surprise, eh bien, ils sont collés sur les ailes. Alors, habituellement, hein, quand Bandai met ce genre de petite protection, il fait en sorte de mettre une sorte d'huile, la même huile qu'il y a sur les épaulières de tout à l'heure, hein, une huile protectrice,
Ce qui fait que quand vous retirez ces protections, ça va tout seul. En revanche, ici, eh bien, vous voyez, ça colle au doigt. Ça colle au doigt et ça colle à la peinture. Donc ce qui veut dire que quand vous allez retirer ça, eh bien, le danger est grand de retirer également la peinture avec. Et devinez quoi? Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé à un endroit. Alors ici, vous ne le voyez pas bien, mais si je le mets sur un fond blanc, eh bien, vous voyez que ici, là, juste là, il y a un peu de peinture qui est restée sur l'adhésif. Vous voyez, eh bien ça correspond à du coup un P de peinture que j'ai juste ici. Voilà. Donc là, coup de gueule quand même contre Bandai, franchement. Alors l'intention est bonne de protéger ces différents pans d'ailes parce que ils peuvent éventuellement dans la boîte sans trop choquer les uns avec les autres et éventuellement se rayer. Donc l'intention est bonne de mettre ces protections plastiques. Mais franchement, mettre des adhésifs sur une peinture aussi fragile que celle d'Emit-Clos, c'est pour moi tendre le bâton pour se faire battre. Faut pas s'étonner après derrière qu'il y ait des pets de peinture qui arrivent. Donc déjà on est content d'avoir des figurines qui sont exemptes de défauts de peinture tant ils sont récurrents dans la marque. Mais maintenant, même dans ce cas de figure-là, même quand la figurine est a priori pas atteinte par ce genre de défaut, on est susceptible de le faire à cause de ce genre de protection qui, pour le coup, deviennent plus dangereuses que le risque du départ. Donc attention à ça, c'est bien de mettre des protections, mais ça aurait été beaucoup mieux de mettre l'huile protectrice qui va avec pour pouvoir les retirer sans peine. Donc là, coup de gueule contre la marque. Donc voilà pour ce qui est de la découverte de ces blisters. Comme je vous ai dit, on va se retrouver dans un instant sur l'ordinateur pour le passage en revue des visages face à la version animée. Allez, on se retrouve face au PC pour parler des visages. Avant de faire cela, eh bien, je vais devoir me livrer un petit préambule parce que sinon on aura du mal à comprendre comment Bandai a procédé pour réaliser les visages de sa figurine OCE. Alors, je vais vous parler de 1993. 1993 est une date clé pour la série, tout simplement parce que c'est le moment où Kurumada récupère les droits d'exploitation de Saint Seiya. Avant 93, les droits étaient l'exclusivité de la Shueisha, donc ce qui veut dire que Kurumada n'avait pas vraiment de poids en ce qui concerne l'adaptation de son manga en série animée. Ce qui veut dire que du coup les directeurs d'animation, et notamment Araki, avaient davantage de liberté concernant les designs de l'animé. En revanche, à partir de 93, donc la série animée à ce moment-là est terminée, elle ne reprendra qu'en 2002 et 2003 avec les OAV d'Hades. Donc à partir de 93, Kurumada a récupéré les droits de Saint Seiya, ce qui fait qu'en 2002-2003, quand les OAV de Hades sont réalisés, eh bien à ce moment-là, Kurumada a vraiment voix au chapitre et donc permet de peser dans la balance concernant les designs des personnages de la série animée, donc sous forme d'OAV. Et donc ça, ça a une double incidence sur l'animé. D'abord sur l'histoire, puisqu'on va coller davantage au manga. Donc pour les 13 premiers OAV du Junikyu-en, c'est-à-dire la partie sanctuaire, ça va encore, hein, ça n'a pas encore énormément d'incidence. En revanche, dès l'instant où on passe dans le Mekai, donc les OAV suivants, où ça se passe dans l'Inferno, là par contre, on colle presque case par case au manga. Donc ça, c'est la première incidence. Et deuxième incidence, eh bien, c'est aussi sur les designs, c'est-à-dire qu'on va davantage coller au style de Kurumada. Donc par exemple, vous avez Shura qui va récupérer son diadème en lieu et place de son casque. Vous allez avoir aussi Camus qui va récupérer des brassards qui avaient disparu dans la version animée. Et donc, vous allez avoir aussi des designs de personnages que l'on n'avait pas vus jusque-là, qui vont coller davantage au style kurumadien par rapport au style Araki. Et c'est ainsi que je vais vous parler de Minos, au moyen du Setei qui m'a été fourni, comme d'habitude, par Devke. Alors, il n'y avait pas énormément de choix dans sa bibliothèque de Setei pour Minos, mais en tout cas, l'intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir que ce Setei, donc, qui a été fait par Araki, est au final très proche de cette image-là qui est issue du manga. Regardez, c'est assez intéressant de voir cela. Vous voyez qu'en termes de traits de visage, eh bien, on est vraiment très très proche de ce qu'a fait Kurumada. Alors je ne sais pas si c'est Araki qui a essayé d'émuler le style de Kurumada, ou alors si c'est Kurumada qui a fini par émuler le style d'Araki, sans doute grâce à ses assistants. Toujours est-il que vous pouvez voir énormément de points communs maintenant entre les deux, notamment la disparition au niveau des yeux des petits triangles arakiens que l'on avait dans les yeux. Alors ça, je vous avais déjà fait remarquer la chose lorsque
lorsque j'avais passé en revue le Radamantis en version OCE. Je vous avais montré que sur certains plans, Radamantis avait les triangles dans les yeux et sur d'autres plans, il avait les ronds. Eh bien, pour ce qui est de Minos, il n'y a plus du tout de plan où celui-ci a des triangles dans les yeux. C'est-à-dire que tous les plans où Minos apparaît dans l'animé, il aura des petits ronds exactement comme dans le manga. Et vous pouvez vous rendre compte à quel point ces deux designs sont vraiment très très similaires. Donc si je suis en train de vous évoquer ça, c'est tout simplement pour vous dire que Bandai, du coup, pour sa figurine OCE, ça leur a simplifié énormément la tâche, puisque au niveau de leur visage, ils n'avaient pas a priori à adapter les visages qu'ils avaient utilisés pour leur figurine animée. Donc pour cela, je vais vous montrer ça avec le premier cliché que j'ai pris du visage neutre. Donc vous avez ici la version animée, et ici la version OCE. Et on va se rendre compte que ces visages sont en tout point identiques, à une exception près, le trait de crayon au niveau de la bouche. Voilà, j'essaie de vous les mettre sur le même niveau. Voilà. Donc vous voyez qu'en termes de forme du visage, c'est la même chose, les visages sont de même longueur et de même forme. La position de la bouche est au même endroit, de même pour le nez qui est exactement de la même forme. Les yeux aussi sont identiques, alors identiques aussi en termes de couleur, donc ici vous avez une sorte de marron orangé que vous retrouvez également sur la figurine animée. Est-ce que c'est fidèle à l'animé? Eh bien oui, alors pour cela j'ai réussi à faire un des rares screens où on voit les yeux de Minos dans la série, et vous voyez qu'on retrouve cette couleur particulière qui a été respectée donc, sur la version animée et également donc, sur cette version manga. Alors, ce qui veut dire que les visages sont identiques, mais pour autant, Bandai aurait pu pousser un petit peu le curseur du côté manga, puisqu'il y a quand même quelques différences entre les visages de l'animé et le visage du manga. Donc d'abord effectivement une bouche qui est plus marquée dans le manga, donc vous voyez que pour ce faire, ils ont simplement marqué d'un trait de crayon la bouche. Mais également, il y a aussi des traits de crayon qui sont souvent plus marqués au niveau des yeux. Alors pour vous le montrer, je vais également me servir d'un des rares plans du manga où on voit les yeux de Minos, donc ici. Et on va voir également ce que je vous ai montré juste à l'instant, à savoir l'image qui s'en rapproche énormément dans l'animé. Et donc là, vous voyez encore une fois les énormes points communs entre ces deux designs. L'important étant de regarder ce qui se passe au niveau des yeux. Alors d'abord, vous voyez qu'au niveau des traits de la bouche, eh bien, on retrouve ces traits plus marqués que j'évoquais dans le manga, mais ces traits également plus marqués le sont sur les yeux. Vous voyez que ici, donc on a un crayonnage qui est bien plus important sur le contour des yeux, que ce soit donc sur l'œil droit ou sur l'œil gauche. Et dans l'animé, eh bien, vous voyez que c'est un peu plus light de ce côté-là. Donc ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une surprise, hein, c'est un truc dont on a l'habitude. C'est quelque chose que j'avais eu l'occasion de souligner déjà lors de mes reviews précédentes typées OCE. On a des traits de crayonnage qui sont plus apparents sur les versions OCE. Ce qui veut dire que ici, Bandai eh bien, aurait dû marquer davantage les traits de crayon au niveau des yeux, ce qu'il n'a bien entendu pas fait, donc ça c'est un peu regrettable. Ce qui est également regrettable, c'est le fait que, bon, certes, leur tâche a été nettement facilitée par le fait que les designs du manga et de l'anime se rapprochent énormément dans le mekai, mais peut-être aurait-il pu profiter de l'occasion pour rectifier un peu les erreurs qu'ils avaient pu commettre sur le design de ce visage. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que les traits de caractère de ce visage, alors quand je parle de ce visage, je parle évidemment de l'OCE, mais aussi surtout de l'animé, puisque de toute façon ils sont identiques, ces traits de visage sont malheureusement trop gentillés. On retrouve un personnage qui manque un peu de caractère. En cela, il me fait penser un petit peu au Poséidon IX, donc la figurine était sortie d'ailleurs en 2018, et on ne retrouvait pas sur les visages du Poséidon IX les traits un peu arakiens, avec des traits très saillants, et surtout ces traits-là surtout étaient présents au niveau des yeux, avec des yeux très allongés, et ici c'est pas ce que l'on a. On a des yeux qui sont un peu trop hauts sans doute, et pas assez allongés, et peut-être également un peu trop rapprochés, ce qui lui confère énormément de gentillesse au visage,
Et cette gentillesse est en plus encore accentuée par la forme de cette bouche hein, qui est beaucoup trop allongée par rapport au design d'origine. Alors je vais vous le remontrer pour bien vous montrer la différence. Voilà, donc ici vous avez donc le design du Setei et vous pouvez vous rendre compte de la différence de caractère entre les deux visages. Alors désolé hein, pour le fait que je n'ai pas d'autres visuels que celui-ci. Malheureusement, hein, les Setei de la partie Hades sont vraiment très très peu en circulation. Et ce qui fait que DFK n'a pas réussi à m'en fournir d'autres. Donc on va simplement devoir se contenter de se baser sur le bas du visage. Et on ne pourra pas vraiment parler de la chevelure. Mais bon, ce qui est important ici, c'est de regarder la conformité des visages. Vous vous rendez bien compte ici que les traits que j'évoquais précédemment ne sont pas malheureusement présents sur la figurine. On voit ça notamment, hein, vous voyez, au niveau de la bouche, une bouche qui est beaucoup plus fine ici par rapport à la figurine. Et également des yeux qui font un petit peu trop gentils. Hein. Ça manque de caractère en fait. Hein. Donc ce qui veut dire que pour cette version OCE, eh bien, on aurait souhaité, puisqu'il l'avait fait d'ailleurs hein, sur le cancer IX-OCE, je ne sais pas si vous vous souvenez de la revue que j'en avais faite, je vous avais montré que les visages avaient été refaits et donc étaient plus beaux que ceux d'origine. Donc ici, ils auraient pu saisir l'opportunité de cette version OCE pour pouvoir améliorer ces visages qui manquaient cruellement de caractère. Au lieu de ça, bien, vous voyez qu'ils ne se sont contentés simplement que de marquer d'un trait de crayon la bouche et puis ça s'arrête là. Donc ce qui veut dire que du coup, eh bien, l'analyse de ces visages va être très très rapide, puisque vous voyez qu'ils sont identiques. Ce qui veut dire que je vais simplement me contenter maintenant de vous montrer à quel point ils sont identiques sur toutes les expressions du visage, et puis du coup, ça s'arrêtera là. Donc ça, c'est pour le visage neutre. Ensuite, on arrive au visage souriant. Alors, le visage souriant, ça montre aussi à quel point ce visage manque de caractère. On attendrait de ce visage un sourire un peu mesquin, et au lieu de ça, eh bien, on a un sourire un peu jovial. Donc on a vraiment du mal à déceler de l'animosité dans un tel visage. Alors c'est un peu moins marqué sur la version animée, et ceci est dû en grande partie à la couleur des sourcils, puisque forcément une couleur foncée va durcir les traits du visage, mais du coup, bien, vous voyez que quand le visage a des sourcils blonds, eh bien, ce trait de caractère un peu gentil est encore accentué. Vous voyez, il a un côté un peu angélique, hein, ce qui est un peu dérangeant pour un des juges des enfers. Ensuite, on va parler du visage avec les dents serrées. Alors remarquez que pour ce visage, eh bien, Bandai n'a même pas eu à faire la modification qu'ils ont fait sur les autres visages, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas crayonné davantage la bouche. Alors remarquez que quand on regarde ce qu'ils ont fait sur le visage du Evil Saga 24K en crayonnant un truc un peu à l'arrache, eh bien on peut se dire que heureusement qu'ils n'ont pas fait de même pour le visage de ce Minos OCE. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, c'est vraiment identique. Hein. Surtout, il ne faut pas se laisser leurrer par la différence de couleur des sourcils. Hein. Quand on regarde vraiment dans le détail les traits du visage, eh bien, on se rend compte que c'est exactement pareil. Bon, je ne l'ai pas évoqué non plus, mais les chevelures, vous voyez, sont identiques hein, également. Le sculpte est exactement le même. Hein. Et enfin, donc, il va nous rester le visage criant. Et c'est donc ici également qu'on va se rendre compte que Bandai aurait pu également marquer davantage les traits de la bouche. Au lieu de ça, eh bien, ils ont recopié simplement les traits du visage de la version animée. Et donc là encore, hein, ne vous laissez pas influencer par la couleur des sourcils qui vraiment durcit énormément ce visage hurlant. Pour cette version OCE, eh bien, c'est exactement le même, sauf que les sourcils ont simplement viré au blond. Hein. Je vais essayer de vous montrer mieux. Vous voyez, au niveau de la forme des sourcils et de la position des sourcils, c'est exactement pareil. Hein. Au niveau de la position des iris également. La position des iris, la grosseur des iris, tout ça est identique.
Donc voilà pour ce qui est du passage en revue des visages. Donc vous voyez que c'était somme toute assez rapide. Malheureusement, j'avais pas énormément de grains à moudre ici. Je ne peux simplement répéter que ce que j'ai dit précédemment, à savoir que je regrette que Bandai n'ait pas saisi l'opportunité de cette version OCE pour nous proposer des visages de Minos qui auraient plus de caractère. Donc voilà pour cette partie, on va se retrouver dans un instant pour le passage en revue du corps du personnage, et puis ensuite on passera au montage. Allez, on va jeter un œil sur ce corps IX Metal avant d'aborder le montage que je vous ferai en vitesse rapide. Donc, qui dit corps IX Metal dit normalement de grandes attentes sur les articulations au niveau des genoux, de l'entrejambe et également au niveau du coude. Donc pour ce qui est du haut de la figurine, rien à redire, c'est bien rigide comme il faut, sur tous les points d'articulation, aussi bien sur les épaules que sur les coudes, mais bon ça, il ne saurait en être autrement du fait de ces articulations-là. Et donc ça, c'est la même chose sur les deux bras, donc rien à dire sur le haut du corps, sur l'entrejambe, rien à dire non plus. Vous voyez que j'ai énormément de mal pour monter les jambes comme ceci. C'est la même chose d'ailleurs pour les deux côtés, donc là c'est très bien. Là où le bas blesse, c'est sur l'articulation du genou. Donc vous voyez, c'est comme d'habitude, le test c'est de faire ceci. Et vous voyez que le genou a tendance à plier. Et vous voyez, pourtant, je ne suis pas en train de secouer comme un dingue. Donc il y a une certaine faiblesse, en tout cas, sur, on va dire, le premier quart de cette articulation basse du genou. Donc c'est jusqu'à ce point-là. Ensuite, on gagne énormément en rigidité, vous voyez, sur le reste du mouvement. Mais pour la première partie, ici, eh bien, il y a une certaine faiblesse qui apparaît là. Vous voyez, voilà. Et c'est le cas pour ce genou droit, mais c'est également le cas pour le genou gauche. Vous voyez. Alors, il y a aussi, bien sûr, les pieds hein, qui sont très imposants et qui sont assez lourds pour cette figurine. Donc, forcément, il y a plus de poids également sur le bas de cette jambe. Mais vous voyez qu'on serait en droit d'attendre un peu plus de rigidité sur un corps IX Metal sur ce point d'articulation. Hein. Donc bon, il y a toujours moyen de raffermir ça avec du frein filet, mais encore une fois, vu le prix de la figurine, on est en droit vraiment d'être super exigeant sur la rigidité. Et là, pour le coup, sur ces points d'articulation, eh bien, elle n'est pas optimale. Sinon, concernant le reste de ce corps, eh bien, vous voyez qu'il y a toujours cette innovation qui a été introduite avec le ADS-IX, donc qui permet d'avoir un effet ici de l'épaule qui est plus en rapport avec un être humain que ce que l'on a sur les figurines IX normales. Et donc vous avez ici, comme d'habitude d'ailleurs, un corps qui est pour moitié en tunique et pour autre moitié torse nu. Donc vous avez un effet ici qui tranche bien sûr avec le fait que là vous avez des articulations qui sont de la couleur des pièces d'armure. Ce qui fait un peu bizarroïde parce qu'on a des biceps chairs, ici donc c'est des couleurs pièces d'armure, et à nouveau les mains civiles. Bon. A priori, c'est pas trop gênant parce que si vous exposez le personnage sans armure, eh bien, il est sans doute quasiment sûr que vous avez ici donc, une tunique, un habit qui permettra de cacher tout ça. Donc vous serez à la limite content d'avoir les mains civiles, mais comme ça, sans rien sur lui, eh bien, ça fait un petit peu bizarre. Donc voilà pour ce qui est de ce corps. Je vais passer maintenant au montage en vitesse rapide. Allez, donc c'est parti pour ce montage qui n'aura pas été vraiment une promenade de santé. On va arriver tout de suite à la première difficulté, donc c'est la bonne position de la cuissarde. Vous avez deux façons de voir qu'elle est dans le bon sens. D'abord, vous avez la partie supérieure de la cuissarde qui est un peu plus fine et qui donc se met vers l'avant. Et vous avez la partie inférieure de la cuissarde qui est un peu plus évasée, qui elle se met vers l'arrière. Donc ça, c'est deux façons pour vérifier que vous êtes bien dans le bon sens. Ensuite, donc pour la partie basse de la jambe, rien à dire. La pièce inférieure de la jambière en plastique et la pièce métallique s'emboîtent bien l'une dans l'autre. Maintenant, ça a été l'occasion pour moi, dans cette partie basse, de me rendre compte à quel point il y avait énormément de souplesse au niveau des genoux. Donc ça, c'est un truc sur lequel je reviendrai par la suite, juste après le posing. Mais déjà, dès le montage, je ressentais une certaine faiblesse au niveau de cette pièce. On est maintenant au niveau de la ceinture, alors ceinture sur laquelle j'avais un peu d'appréhension puisque j'avais un mauvais souvenir de la figurine animée avec une boucle de ceinture qui était quand même difficile à positionner. Et là, curieusement, eh bien, ça s'est très bien passé, je l'ai mise du premier coup.
On arrive maintenant sur la deuxième difficulté de montage, à savoir bien positionner ces brassards dans le bon sens. Là aussi, donc, vous avez une pièce qui est un peu plus évasée et cette partie-là, donc la partie inférieure, se met cette fois-ci vers l'avant et non vers l'arrière. Et normalement, du coup, ça vous permet de la positionner dans le bon sens. Pour ce qui est des bas de bras, il faut faire en sorte de bien rentrer la brassière sur le bras, parce que sinon vous aurez du mal à positionner les griffes, les serres du griffon, qui elles s'ajoutent à la partie avant-bras. On peut également se féliciter du fait que Bandai ait maintenant sur ses Core IX Metal changé ses ergots qui accueillent les mains, et du coup maintenant ils sont en métal parce qu'on a beaucoup moins d'appréhension quand on positionne les mains, on a moins de risque de casser l'ergot. Alors, ces épaulières, par contre, c'est un petit peu l'enfer. Alors, le système est bien dans le sens où elles sont assez mobiles, mais maintenant, le système qu'a adopté Bandai sur celle-ci est vraiment très différent de tout ce qui existe par ailleurs dans les mid-cloth. Ce qui fait qu'on a un peu de mal à les positionner dans le bon sens, et vous voyez que du coup, eh bien, ça a provoqué un dégât. Ici, vous voyez que j'ai un P de peinture que, au moment où je suis en train de vous parler, je ne m'explique toujours pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Donc ceci, en tout cas, met en lumière le fait que, d'une, les épaulières sont pas forcément faciles à manipuler, et surtout que, deux, la peinture est vraiment extrêmement fragile. Alors ici, donc, je suis en train de vous montrer le montage de la tête, et notamment le montage de la mèche du casque. Donc vous voyez qu'il y a une partie avant du casque qu'il faut retirer. Si vous essayez de mettre la mèche et ensuite le casque ensuite, la mèche, vous n'arriverez jamais à bien la positionner. Donc vous retirez la partie avant du casque, vous mettez donc la tête à l'intérieur, vous positionnez la mèche comme il faut, en la glissant sur la partie qui vient accueillir le visage, et ensuite vous remontez la partie avant du casque. Autre conseil également que je peux vous donner concernant ce montage, c'est du fait de la fragilité de la peinture, de ne positionner vos cache-mains que à la fin du montage. Vous voyez que c'est ce que je suis en train de faire, et aussi également les ailes, de les mettre uniquement à la fin. Et voilà qui conclut ce montage.
De retour pour ce bilan, avec d'abord peut-être la question que vous vous posez, à savoir est-ce que le frein filet appliqué au niveau des genoux a fait son office? Eh bien je dirais que oui, la rigidité maintenant au niveau des genoux est bien meilleure, ce qui fait que le posing s'en est trouvé un peu plus facilité. Maintenant, faut pas se leurrer, la taille immense des ailes fait que la figurine a souvent tendance à être entraînée vers l'arrière, ce qui veut dire que les poses que vous voudrez lui donner seront tout de même difficiles à accomplir. Ceci mis à part, on va parler maintenant de la couleur de cette version OCE. Est-elle fidèle ou pas aux couleurs du manga? Eh bien, je dirais qu'elle est pas fidèle à la première idée de Kurumada, donc à son idée originale. Donc ça, vous le verrez sur l'insert que je vous mettrai à droite. Alors il faudra faire fi du fait que sur cet insert, vous avez les cheveux gris, hein, normalement ils doivent être blonds, mais il faut surtout se concentrer sur la couleur de l'armure. Et vous vous rendrez compte que le coloris eh bien, tire davantage sur le noir, alors qu'ici on est sur du violet foncé. Donc si on veut une fidélité par rapport à la première mouture du manga, malheureusement le compte n'y est pas. En revanche, cette figurine est davantage fidèle aux couleurs de la deuxième mouture de Kurumada, celle qui est notamment visible dans Saint Seiya Next Dimension, puisque en effet, dans cette œuvre donc, qui est toujours en cours, Kurumada a recours à nouveau aux juges qui apparaissent dès le premier tome de ce manga. D'ailleurs, je vais utiliser donc un insert de Next Dimension que je vais vous mettre à droite, sur lequel apparaît donc Vermeer du Griffon. Donc c'est le nom du juge de cette époque-là. L'essentiel étant que vous pourrez vous rendre compte que les pièces de son armure, en termes de coloris, sont tout de même assez proches du coloris qui est adopté sur cette version OCE. À ceci près néanmoins qu'il y a des pièces qui ont été mises d'un coloris différent, donc en violet plus clair, notamment c'est le cas pour les petites cornes du casque, pour celle de la boucle de ceinture et enfin donc pour le bas des jambières, ce qui n'est pas conforme au design d'origine a priori puisque la plupart des pièces d'armure étaient d'un coloris uniforme, sauf pour ce qui est des yeux du casque qui eux sont d'une couleur différente alors que ici eh bien, vous avez les deux yeux de la même couleur. Donc on peut dire qu'en termes de coloris, le contrat est globalement rempli par Bandai. Maintenant, on va se focaliser sur la comparaison entre les deux figurines qui pourra intéresser notamment ceux qui n'auraient pas pu acquérir ce Minos version animée à bon prix et qui envisageraient de le remplacer par cette version OCE. D'abord, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en termes de forme de pièces d'armure, les deux figurines sont totalement identiques parce qu'elles sont issues d'un même moule. Les différences donc auront lieu sur les coloris, notamment le coloris principal, puisque ici vous avez une sorte de violet foncé, alors que pour la version animée, vous avez un noir bleuté. Vous avez aussi une différence sur les couleurs alternatives, puisque toutes ces couleurs sont en doré sur la version animée. Vous voyez notamment les stries ici au niveau des ailes qui sont en doré, alors que toutes ces couleurs-là, eh bien, elles sont plutôt violet clair sur la version OCE, et vous avez également les gemmes qui sont passées au rouge, là où avant elles étaient en doré. Et enfin, vous avez une dernière différence, qui sera peut-être la différence la plus pénible pour ceux qui envisageraient de remplacer cette version, alors remplacer, je dirais plutôt combler le manque de cette version animée qui est devenue hors de prix par cette version OCE, c'est bien entendu la couleur des chevelures qui est grise sur la version animée et blond sur cette version OCE. Donc tout dépendra de votre capacité à occulter ces différences, sachant que la version animée avait déjà des problèmes de fidélité par rapport au Seitei, mais ça je vous le montrerai juste après. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par le remplacement de cette version animée par cette version OCE, à la fin de la vidéo, je vous mettrai ce juge-là parmi les deux autres juges animés, donc dans mon expo, en lieu et place de celle-ci. Comme ça, vous pourrez vraiment vous faire une idée du rendu. Je voulais également insister sur la couleur blonde des mèches ici. Donc certains se posaient la question du fait que c'était un peu du jaune poussin, que à la limite la figurine était visible dans le noir. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est pas vraiment du jaune poussin et c'est plutôt un effet des photos. Pour ceux qui connaissent la figurine, eh bien c'est à peu près le même coloris que cette chevelure arrière de Shaka IX version Bandai. Vous voyez qu'en termes de coloris, c'est un peu la même chose. Donc vous voyez, on est quand même loin du jaune poussin. Maintenant, je vous ai dit que la figurine animée était déjà en prise de liberté par rapport au Seitei, donc ça je vais vous le démontrer comme d'habitude avec le Seitei de Defke que je vais vous mettre en insert à gauche, et puis après je ferai l'inversion avec le design du manga pour vous parler de la version OCE. Donc quand on regarde par rapport à ce qui est à gauche, eh bien on va se rendre compte que globalement la figurine ressemble pas mal au Seitei. Maintenant il y a quand même des problèmes de conformité. Donc je vais vous les passer très rapidement en revue. D'abord vous avez un problème de conformité au niveau du bas des jambes. Vous voyez qu'il y a des petites ailes de part et d'autre de la jambière, alors que sur le Seitei vous n'en avez que d'un côté.
Vous avez donc un design qui est globalement plus simplifié sur le Setei que sur la figurine. Et ça, on le retrouve très nettement à tous les endroits où il y a des stries. C'est donc le cas sur la jupe, c'est le cas sur les épaulières, mais c'est le cas également des ailes. Quand vous regardez les stries de la jupe, vous en avez 1, 2, 3, 4 sur la figurine, et seulement 3 sur le Setei. Pour ce qui est des épaulières, c'est pareil, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal au niveau de la figurine, et il y en a nettement moins sur le Setei, et c'est également le cas aussi sur les stries des ailes. Vous avez aussi ces petits ces stries dorées là qui apparaissent donc sur la figurine, qui sont en plus grand nombre que sur le Setei, où ils sont seulement au nombre de 3. Donc globalement, on a un design plus allégé sur le Setei que sur la figurine, et devinez quoi, c'est dû à quoi? Eh bien c'est dû au design du manga. Et c'est là où donc maintenant, eh bien, je vais vous mettre en insert ici à droite le design du manga, et on va comparer par rapport à ce qu'est la figurine OCE. Et vous vous rendrez compte en fait que les choses que l'on avait pointées comme des défauts juste avant avec le Setei de l'anime deviennent maintenant des points de conformité avec le manga. Donc d'abord, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en termes de ligne, eh bien on est quand même assez proche de la ligne du manga. Et ça, c'est quand même une surprise, puisque globalement, les personnages du manga ont un design plutôt ramassé, alors que celui-ci est quand même assez longiligne, et ce qui correspond bien pour le coup avec la figurine IX de chez Bandai. Donc si on regarde dans le détail, eh bien on va retrouver les deux ailerons qui sont de part et d'autre de la jambe que vous avez sur l'illustration du manga. Et surtout, on va retrouver exactement le même nombre de stries sur les pièces que je vous ai évoquées juste avant que sur le manga. Donc je vais vous épargner le comptage, simplement si vous voulez vraiment le vérifier, eh bien, je vous encourage à faire pause dans la vidéo et vous pourrez vous rendre compte que ce que je viens de dire est exact. Donc si je conclue un peu là-dessus, eh bien je dirais que la figurine Bandai Anime est une figurine hybride entre les couleurs de l'anime et la forme des pièces du manga, alors que la figurine OCE, elle, respecte la couleur, alors la nouvelle couleur des spectres à la sauce Kurumada, et également respecte la forme des pièces d'armure. Donc si on devait juger de la fidélité des deux figurines, eh bien je dirais que la figurine OCE est plus fidèle au manga que la figurine animée l'est envers l'anime. Arrive maintenant le bilan sur cette figurine OCE, avec du côté des points positifs le fait que la figurine est quand même fidèle au design du manga, que ce soit en termes de coloris pour ce qui est de la deuxième version manga façon Kurumada, que en termes de forme des pièces, comme je vous l'ai démontré avec l'illustration issue du manga. Ensuite, également à l'actif de cette figurine, le fait qu'elle est esthétiquement jolie, en tout cas moi personnellement elle est à mon goût, aussi bien en termes de coloris principal que en termes de coloris alternatifs que personnellement je trouve moins clinquant que sur la figurine animée. On peut évoquer également du côté des plus, le packaging qui a été revu et corrigé et qui est globalement réussi. Il y a eu quand même plus de travail de fait sur ce packaging-là que sur celui de la version animée. Enfin, dernier avantage, c'est bien entendu la disponibilité de la figurine. Cette figurine, vous n'aurez aucun mal à la trouver, alors que la version animée, eh bien, vous aurez déjà toutes les peines du monde pour la trouver, et surtout quand vous l'aurez trouvée, eh bien, il faudra débourser au minimum 300 €, ce qui pique énormément quand vous savez que cette figurine-là, elle est disponible et en général tourne autour de 130-140 €. Maintenant, cette figurine n'est malheureusement pas exempte de défauts. Elle a notamment deux défauts principaux. Le premier étant une fragilité extrême de la peinture. Alors c'est quelque chose qui est récurrent chez Bandai, mais là qui est particulièrement exacerbé. Donc si jamais vous venez à acquérir cette figurine, je ne peux que vous conseiller de prendre toutes les précautions d'usage lors de la manipulation, parce que le moindre choc entre les pièces résultera en une rayure. Deuxième défaut, qui est à la limite encore plus inadmissible que le premier, c'est un manque de rigidité, et vraiment ça c'est pour dire une souplesse quand même assez importante sur les genoux, alors que cette figurine est bénéficiaire d'un corps IX métal. Donc une souplesse au niveau du genou est totalement inadmissible. Franchement, ça sert à rien de nous faire payer une figurine 20% plus cher, parce que c'est maintenant ce que l'on paye quand il y a un corps IX Metal, on paye facilement la figurine 20% plus cher qu'une figurine avec un corps IX normal. Donc on va pas payer 20% plus cher pour un corps IX Metal si le résultat n'y est pas. Donc ce qui veut dire qu'avoir un corps IX Metal qui au final est aussi souple qu'un corps IX normal sera forcément provocateur de déception. Troisième point négatif, donc c'est un petit peu moins grave, mais c'est tout de même pour souligner le fait que ici Bandai n'a rien inventé, puisque la figurine est en tout point identique à la figurine animée, ne change que la couleur des éléments. C'est-à-dire qu'il y a eu zéro visage de refait pour essayer de coller davantage au visage du manga, et ça c'est assez regrettable. Enfin, dernier défaut, eh bien c'est le tarif trop élevé de la figurine, surtout au regard des deux premiers défauts que j'ai évoqués tout à l'heure.
Donc voilà pour ce qui est de cette review du Minos du Griffon version IX OCE de chez Bandai. Donc j'espère que comme d'habitude vous l'aurez apprécié. Et si c'est le cas, eh bien, je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour me le signifier. N'hésitez pas également à lâcher soit le pouce vers le haut, soit le pouce vers le bas si ce que vous avez vu ne vous a pas plu. J'espère également que du point de vue des fonds animés, ça devrait être un peu mieux du point de vue technique que les dernières vidéos. En effet, hein, j'ai fait quelques changements, donc à vous de me dire si vous trouvez qu'il y a eu de l'amélioration de ce côté-là, encore une fois, dans l'espace commentaire. Je vous encourage également à aller jeter un coup d'œil sur les chaînes de mes camarades youtubeurs, de vous abonner à leur chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et de vous abonner aussi à la mienne par la même occasion. Ne vous sauvez pas, pour ceux qui seraient intéressés encore une fois par le remplacement de cette version animée par la version CE, puisque là juste après, eh bien, je vais vous montrer ce que donne cette figurine parmi les deux autres juges animés. A tout de suite. Allez, je vous fais un petit aperçu de ce que donne la figurine au sein des deux autres juges en version animée. Donc vous voyez, version animée de Ayakos, version animée de Radamantis, et donc la version OCE de Minos. Donc voilà ce que donne le trio. Donc vous voyez que elle ne dépareille pas tellement hein, par rapport aux deux autres versions. Bon, bien sûr, il y a ses cheveux blonds qui tranchent avec le reste, mais globalement, la couleur de son armure se marie assez bien avec les autres juges. Donc voilà, comme ça vous aurez un aperçu de ce que donne la figurine si jamais vous ambitionnez de remplacer la version animée par la version OCE. Je vous laisse juge, c'est le cas de le dire. Allez, à bientôt.